Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Clément Pourré, je n'ai pas de retour, j'ai un retour, donc je disais je suis Clément Pourré, je suis journaliste, je milite à la CGT et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier épisode du local de l'année 2025. Donc le local, vous connaissez ou pas, donc on va vous réexpliquer pour les nouveaux et nouvelles. C'est une émission mensuelle sur la chaîne Twitch de la CGT pour parler de lutte et de travail avec des camarades du syndicat. Je vous précise qu'on vous lit sur le chat, que vos questions sont bienvenues, qu'on prendra celles qui nous aident à avancer dans cette discussion. Avec moi aujourd'hui David Blaise de la Fédération française des travailleurs de la métallurgie, la FTM ou les métallos, on dit aussi parfois. Tu es représentant DS central, délégué syndical central à la CGT Mittal, pardon. Tu t'occupes aussi des questions industrielles dans ta fédération. Euh, Aujourd'hui, ton entreprise fait place à un important plan de licenciement, comme de nombreuses autres entreprises en France. Ça va être le sujet de cette discussion, mais avant d'aller dans le vif, on va dire, on va un peu revenir sur ton parcours pour que les personnes qui nous regardent te connaissent. Déjà, commencer par ça, quand est-ce que toi et comment tu arrives dans cette entreprise-là? C'est quoi un peu ton parcours pro finalement? Donc bonjour à toutes et tous, bonjour Clément. Donc effectivement, moi au départ, donc j'ai suivi des études d'électrotechnique. Donc après j'ai beaucoup travaillé après mes études dans de très petites entreprises et j'ai eu l'opportunité de répondre à une offre d'emploi dans le groupe Arcelor à l'époque, qui n'était pas ArcelorMittal, qui était Accelor. Donc j'ai été embauché en 1999 en tant que technicien de maintenance. Et j'ai rapidement adhéré à la CGT, puisque dans mon service, la majorité des techniciens étaient élus à la CGT, syndicat à la CGT. On avait un très gros rapport de force à l'époque dans l'entreprise, donc qui se situe en Alsace. Donc par rapport à ça, bon, mon parcours syndical après. Voilà, j'ai eu plusieurs responsabilités syndicales, puisque les anciens, les camarades, ont trouvé une capacité notamment d'écriture. Donc j'aimais beaucoup faire des tracts. Voilà, j'aimais beaucoup le français. Donc ils m'ont confié et ils m'ont formé pour avoir des responsabilités. Je suis passé par DP, CE, CCE, ensuite DS, et puis j'ai pris un mandat de DSC. Mais mon parcours vient aussi de mon histoire familiale, puisque mon papa est un grand militant, notamment dans la métallurgie. Okay. Donc il était délégué syndical central du groupe Forcia. Il était aussi secrétaire du comité groupe. Aujourd'hui, Forcia s'appelle Forvia. Et j'avais aussi mon grand-père qui était un résistant qui a beaucoup lutté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une histoire familiale, quoi. C'est une histoire familiale. C'est comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans la potion. Tu parlais... Alors, on va peut-être pas revenir parce qu'il y a plein de termes un peu techniques, mais pour expliquer ta fonction, ça veut dire quoi, délégué syndical central? Un délégué syndical central, en fait, on a des délégués syndicaux. Donc, des délégués syndicaux, c'est pour un établissement. Et le délégué syndical central, c'est celui, en fait, qui pilote syndicalement les DS, donc qui participent à la négociation de groupe. Donc, par exemple, on a une usine dans le sud, une usine dans le nord, un site à Paris. Chaque site a son délégué. Et après, son délégué syndical, son représentant syndical. Et moi, voilà, j'anime le collectif des délégués syndicaux. Alors, pour revenir un peu sur la boîte où tu travailles, parce que c'est un nom que je pense que tout le monde connaît, ArcelorMittal, c'est assez connu, mais peut-être c'est pas très clair ce que fait l'entreprise. C'est une entreprise du secteur de la sidérurgie, mais c'est quoi concrètement l'activité qu'il y a au niveau mondial d'abord, puis peut-être après on ira plus spécifiquement sur la France. Mais alors l'activité, ArcelorMittal, donc je rappelle quand même un peu d'historique, c'est que au départ c'était Arcelor. Donc en 2006, il y a eu une OPA de Mittal pour créer ArcelorMittal. Donc l'activité principale de l'entreprise, c'est la fabrication d'acier, donc par filière fonte. Donc comme on le connaît vulgairement, c'est les hauts fourneaux, donc qui se situent en France, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Et on a aussi d'autres activités de parachèvement et de transformation des bobines d'acier pour notamment les industries de l'automobile et l'industrie en général. Donc en gros, on fabrique de l'acier,
Puis après, on l'adapte un petit peu aux différents marchés, on le met On en le forme transforme, un peu, on le quoi. met en forme, on découpe les bobines d'acier en longueur, en largeur, à l'emboutissage. Donc, ça touche toutes les activités industrielles. C'est combien à peu près de salariés en France? Alors, en 2006, quand il y a eu l'OPA de Mittal, il y avait 30 000 salariés dans le groupe en France. Wow. Et aujourd'hui, on est 15 000. Donc, réduction d'effectifs de 50%. 50% en moins de 20 ans, quoi. Oui, c'est ça. Alors, avant peut-être d'aller dans le détail sur cette réduction d'effectifs, parce que c'est le cœur du sujet, il y a quand même un point, moi, que je trouve intéressant, c'est qu'on a du mal à imaginer ce métier. Il y a quoi, on parlait en off de fonction support, de ton boulot à toi, etc. Toi, déjà, peut-être, c'est quoi spécifiquement ton boulot et c'est quoi la répartition dans la boîte qui fait quoi, grosso modo? Ouais. Alors après, comme dans toute entreprise, il y a plusieurs activités. On a des activités commerciales, naturellement. On a des activités de supplétion. On a des activités de logistique. On a évidemment, il y a de l'industrie, donc il y a l'activité de maintenance. Et puis il y a, comme dit, la haute technologie, ce qu'on appelle plus la partie fabrication d'acier. Donc là où on a des métiers de fondeur avec des conditions de travail qui sont très difficiles, parce que ils travaillent sous haute température, à plus de 1000 degrés. Donc c'est des conditions de travail qui sont très difficiles pour les salariés. Et c'est quoi à peu près, il y a combien de la répartition, on va dire, entre employés? Je fais un peu des grandes catégories. Alors ouvriers, aujourd'hui, comme on s'en rend compte dans notre fédération, chez ArcelorMittal, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a de moins en moins de col bleu. On a de plus en plus de fonctions. Alors, on dit col blanc, col bleu, mais voilà. Donc la répartition technicien, ingénieur, cadre. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-50 aujourd'hui dans la métallurgie, et dans mon entreprise, c'est la même chose. Il y a de moins en moins d'ouvriers. Donc aujourd'hui, c'est de la flexibilité à outrance. Donc quand on a besoin de personnel ouvrier, on fait appel à du travail intérimaire, donc de la précarité. Donc il y a une partie, on va dire, de l'effectif qui est sortie entre guillemets de l'entreprise. Et après, moi je trouve intéressant cette distinction col blanc, col bleu, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, entre guillemets, col bleu dans des bureaux où les conditions de travail sont pas... de toute façon, aujourd'hui, les conditions de travail, elles sont les mêmes pour tout le monde. Après, sur les conditions de travail, et effectivement, sur la partie production, les conditions de travail, c'est plus des questions de TMS, voilà. TMS. Donc, troubles musculo-squelettiques. Et après, sur la partie fonction support, on est plus sur des risques psychosociaux. Donc voilà, de la pression mentale sur les activités qui augmentent pour les salariés, puisque quand il y a une réduction d'effectifs, la charge de travail, la répartition, elle est pour ceux qui restent, et ceux-là, ils subissent des conditions de travail aujourd'hui déplorables. Aujourd'hui, le syndicat, il est mobilisé depuis plusieurs mois parce qu'il y a la volonté de la direction de fermer 2 sites, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux présenter, combien d'emplois sont menacés, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui, et pourquoi en fait la CGT est mobilisée depuis si longtemps? Alors, faut savoir que dans ArcelorMittal, il y a plusieurs sociétés. Donc, moi, ma société, c'est ArcelorMittal Centre de Service. Donc, nous, on fait de la découpe d'acier, comme je l'ai expliqué avant. Moi, donc, dans mon groupe, là, c'est 8 sites de production. Donc, en 2019, on était 720 salariés. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à 450 salariés avec un plan social qui était annoncé en novembre, avec une réduction d'effectifs de 135 salariés, ce qui nous mènerait à 300 salariés en tout, avec la fermeture du site de Reims et du site de Denain. Donc on a divisé, plus que divisé par 2 en fait. Là on a réduit les effectifs depuis 2019 de plus de 50%. Ok, donc là aujourd'hui, c'est beaucoup. Quel est c'est l'usine est bloquée, on en est où dans la mobilisation? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on le sait tous, les salaires sont pas au niveau. Donc aujourd'hui, on rencontre quand même des difficultés pour maintenir le mouvement de grève. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que à chaque négociation, les salariés, la globalité, les 100% des salariés sont en grève sur toutes les journées de négociation. Et aujourd'hui, les salariés ont adopté une stratégie de lever le pied.
C'est-à-dire que la stratégie de lever le pied, aujourd'hui, si vous voulez, pour exemple, sur une ligne de production, c'est 15 bobines refendues sur une journée, sur un poste, pardon, et aujourd'hui, les salariés sont à une bobine. Donc aujourd'hui, la direction nous a convoqué cette semaine à un CSE extraordinaire. Elles veulent mettre la pression sur les salariés en leur expliquant qu'ils n'exercent pas leur contrat de travail, donc ils pourraient avoir des sanctions disciplinaires qui seraient individuelles. Donc là, aujourd'hui, la direction met la pression sur les salariés pour casser ce mouvement. Comment tu dis met la pression? Tu me parlais d'un huissier tout à l'heure. Comment ça s'est mis en place? Ouais, donc vendredi, la direction a fait constater à huissier qu'il y avait un ralentissement de la production. Hein, donc voilà, donc on a bien compris que la direction voulait engager le rapport de force. Mais nous aujourd'hui, on le dit, il faut maintenir le rapport de force puisque les mesures qui sont dans ce PSE ne sont pas acceptables. Et nous, on reste sur le fait qu'on doit défendre nos emplois et notre industrie. Donc nous, on n'est pas là aujourd'hui pour le chèque, on est là pour maintenir nos activités industrielles sur le groupe. Ça serait quoi, enfin, pour revenir un peu, tu disais, c'est cela, mais ça serait quoi l'impact de la fermeture? Enfin, quel est l'impact, on va dire, de la baisse d'effectifs là, et de ces dernières années sur l'entreprise, en fait? Parce que c'est pas un mouvement qui est récent, il y a eu année après année, il y a une forme de vague de licenciements au sein de l'entreprise, quoi. Alors, il y a eu évidemment qu'on appelle des départs naturels, hein, donc des départs en retraite qui n'ont jamais été remplacés. Donc ça, il y en a eu quand même. Mais aujourd'hui, on est sur une logique capitaliste. Donc voilà, c'est maximiser les profits. Le groupe fait des profits depuis plusieurs années. C'est des milliards de bénéfices tous les ans. Donc ça, c'est pas acceptable. Et aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que on renouvelle pas les emplois, quoi. Ça c'est problématique et ça met en danger le groupe dans sa capacité à répondre aux besoins de notre industrie. Donc à la fois dans sa réaction, je suppose dans sa capacité à innover, à s'adapter au marché, etc. Enfin, ça pose plein de questions. Exactement. Aujourd'hui, dans la sidérurgie, il y a des gros enjeux. Il y a ces enjeux de décarbonation. Ça, c'est un enjeu majeur pour le maintien des activités, notamment de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, il y avait un engagement qui a été pris avec l'État, avec des aides publiques à hauteur de 850 millions d'euros de l'État, pour un investissement global de 1,7 milliard pour décarboner l'industrie de la sidérurgie. Le groupe s'est désengagé. Donc aujourd'hui, si on se désengage de la décarbonation, eh ben c'est la finalité, ça peut être la fermeture de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Parce que l'entreprise, en gros, veut pas mettre en place une politique plus écologique, quoi. En fait, il y a ça. Et puis, Mittal a pris la décision aussi de mettre ses actifs, notamment en Amérique du Nord, au Brésil et en Inde. Donc voilà. Donc pour Mittal, on a bien aujourd'hui l'impression qui veut se désengager totalement de la sidérurgie en Europe. C'est quoi leur argument? Pourquoi? Parce que l'argument, c'est toujours le même. Hein. On nous parle de coût du travail, de compétitivité, de la rentabilité. C'est un discours de capitaliste. Comme dans beaucoup de grands groupes, hein. On le subit des grands groupes. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que le capital n'a plus de limite, quoi. Donc il faut vraiment lutter contre ça, quoi, aujourd'hui. En gros, si je comprends bien, c'est-à-dire que c'était déjà, ça a toujours été une logique de faire de l'argent, mais là on a passé un niveau supérieur, quoi. On a passé un niveau supérieur puisque aujourd'hui, on le voit bien sur la question de la politique industrielle. La politique industrielle, il n'y a rien qui est fait aujourd'hui, que ce soit au niveau de la France, au niveau de l'Europe, et ça c'est problématique, je pense, puisque aujourd'hui, un pays, on nous parle beaucoup en ce moment des budgets, on nous parle des économies, réduire la dette. Mais aujourd'hui, si on détruit l'industrie dans un pays, c'est le poumon économique d'un pays. En 1970, la part de l'industrie, c'était 23%, le PIB. Aujourd'hui, on a 9%. C'est une catastrophe. On peut pas durer comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour relancer pour avoir une vraie politique industrielle. Mais aujourd'hui, on le voit bien avec nos gouvernements, ces libéraux, eh ben, ils sont pas là-dessus, quoi.
Alors, on va venir en détail, on a déjà discuté entre nous, c'est un peu, on va aller dans la discussion, comme ça vous le savez, pour les personnes qui nous regardent, on va aller après un peu plus tard sur le détail des solutions qui peuvent être mises en place et que proposent les syndicats, et des solutions aussi qui ont déjà été adoptées par le passé, enfin voilà, comment on pourrait faire ça. Avant ça, l'idée ça serait quand même de parler un peu plus du secteur en général, parce que il y a ton entreprise, mais en fait il y a d'autres boîtes dans le secteur de la métallurgie, qui affrontent les mêmes situations. C'est donc déjà c'est quoi un peu les entreprises concernées, combien d'emplois, est-ce que tu peux nous donner un peu une vision globale si on dézoome un petit peu et qu'on prend le secteur dans son ensemble? Alors aujourd'hui dans la métallurgie, la filière la plus impactée par les destructions d'emplois et les restructurations, c'est la filière de l'automobile. Aujourd'hui, cette destruction s'explique par plusieurs points. Donc dans l'automobile, comme vous le savez, en 2035, c'est la fin du thermique. Donc ça, c'est une décision qui a été prise par l'Europe, une décision politique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, cette décision, évidemment, la prise en compte des enjeux environnementaux, elle est importante. On le travaille aujourd'hui à la CGT, ce qu'on n'a pas fait depuis il y a des années en arrière. Mais là aujourd'hui, c'est plus qu'important qu'on travaille sur ces sujets-là. Mais la décision politique n'a pas été anticipée. Donc ça, c'est problématique. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les donneurs d'ordre pressurisent nos sous-traitants. Donc aujourd'hui, dans la métallurgie, on a identifié 100 entreprises en difficulté. Que ce soit à court terme ou à long terme, ça concerne presque 16 000 emplois. Voilà, et après, tous ceux non plus on ne connaît pas, mais qui vont arriver. Puisque aujourd'hui, la casse, elle est là, mais la casse, si on continue comme ça, elle va s'amplifier. Puis en effet, parce qu'on dit 100 entreprises, mais c'est pas 100 PME dont on parle, quoi. C'est des grosses boîtes. C'est pas des PME. Donc sur la sous-traitance, on a quand même des entreprises comme Valeo, Forvia qui annonce 10 000 suppressions d'emplois au niveau de l'Europe. On a GMD, on a Tenneco. C'est pas des PME ni des TPE. Donc vraiment, il y a un gros impact sur l'emploi. Et ce qu'on se dit aussi, c'est si on perd notre industrie automobile en France, derrière, c'est l'effet domino. C'est la sidérurgie qui va être impactée. C'est d'autres branches professionnelles. La fédération de la chimie aussi sont impactées par cette décision politique sur le passage au tout électrique. Donc voilà, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que c'est l'effet domino. Et dans la sidérurgie, l'effet domino, il arrive. Puisque faut savoir que la sidérurgie, aujourd'hui, ArcelorMittal, 60% de l'activité, c'est l'automobile. Donc, s'il n'y a plus de boulot dans l'automobile, on va être impacté prochainement. Oui, on va plus vendre, enfin, c'est un peu... on vendra plus d'acier, tout simplement. Donc, tu disais 16 000 sur l'ensemble, on va dire, du secteur, sous-traitant compris, tout ça. Est-ce que... Alors, toujours, je me fais un peu l'avocat du diable souvent ici, mais... Le discours c'est de dire il y a une crise économique. Toi, est-ce que l'analyse que tu portais sur ton groupe, tu l'appliques aux autres entreprises c'est une financiarisation de l'économie où il y a une crise plus profonde? La crise, non. La crise, elle est surtout profonde pour les travailleurs qui perdent leur emploi. Parce que la crise aujourd'hui, elle n'est pas pour le capital. Puisque on le voit sur la filière automobile, sur le partage de la valeur ajoutée. La part du capital a dépassé la part du travail. Donc on voit bien que le problème, c'est le coût du capital. Donc ça, c'est... Voilà, il faut absolument changer aussi de politique, parce que ça, si on ne change pas de politique aujourd'hui, on est sur la même lignée depuis des années avec des politiques libérales et des politiques d'austérité. Donc il faut absolument aussi qu'on ait une réflexion aussi au sein de la CGT sur la question de la souveraineté industrielle et sur la question du protectionnisme. Quand je dis protectionnisme, je ne parle pas du protectionnisme à la Trump, évidemment, mais il faut vraiment qu'on ait de réels débats sur cette question. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent ce que tu dis quand tu parles de capital et de travail et de partage de la valeur, mais pour que les gens comprennent, l'idée c'est qu'aujourd'hui, quand on produit quelque chose, il y a plus d'argent qui vont à ceux qui ont investi l'argent que ceux qui travaillent. Exactement, donc... sous forme de dividendes, sous forme de rachat d'actions, parce que rachat d'actions aujourd'hui c'est la mode. Mais aujourd'hui, voilà, quand on a
Quand on a un patronat qui nous dit sans arrêt le coût du travail, la compétitivité, mais aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est surtout le coût du capital. C'est pas le coût du travail. Et le travail n'est jamais un coût. Le travail crée de la richesse. Le travail n'est pas un coût. On peut pas accepter cette sémantique. Donc on pourrait aussi, en gros, ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être on va moins rémunérer le capital et puis juste ça va rouler, quoi. Ça, c'est tout simplement le partage de la valeur. Et puis voilà. Je voulais qu'on se parle un petit peu de solutions et de revendications. Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que la CGT revendique dans l'entreprise, dans ton entreprise? C'est l'arrêt du plan de licenciement, c'est qu'est-ce qu'on propose, on en est où dans ce... Aujourd'hui, on est bien sur cette question d'arrêt du plan de licenciement et de maintien de notre activité industrielle. On l'a porté à la CGT. Aujourd'hui, pour exemple, sur le site de Denain, on a des repreneurs qui se positionnent. Le groupe, il est clair. On ne vendra pas le site, on veut pas créer de la concurrence. Donc, en gros, on préfère mettre des gens à France Travail, quoi. Donc, ça, c'est problématique. Sur Reims, même chose. L'activité a baissé. On le sait, on en est conscient. Il y a la crise, il y a une crise quand même dans l'automobile par rapport à la vente de véhicules. Mais ça, elle est due aussi à la stratégie des constructeurs, hein, puisque on pourrait y revenir d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, on a encore des volumes. Mais ces volumes vont partir en Pologne. Ces volumes vont partir en Belgique. Ces volumes vont partir en Espagne. Donc voilà. Donc en fait, la stratégie aujourd'hui de Mittal, c'est de rationaliser un maximum sur certains sites de production pour dégager encore plus de marge et de profit. Tu parlais du fait que l'entreprise un des sites a un repreneur. Donc l'entreprise, en gros, la stratégie de la multinationale, de la boîte, c'est de dire, tant pis, c'est pas grave, c'est plus intéressant au global pour nous de ne pas revendre ça, quoi. C'est tout à fait ça. Pour exemple, on a aujourd'hui un client majeur sur le site de Denain qui s'appelle Bombardier, Alstom. Okay. Donc aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir répondre à la demande de ce client. Ben, on se retrouve dans une situation où même Bombardier Alstom ne pourra plus être approvisionné puisque si Denain ferme. Donc on avait des repreneurs qui s'étaient positionnés sur cette question, et aujourd'hui notre patron il est clair, il dit non, on ne vendra pas, on ferme l'usine. Parce qu'il y a aussi un impact écologique, je suppose, parce qu'on va produire la même chose plus loin, mais continuer à l'amener pour oui aussi, mais français. C'est surtout des friches industrielles derrière, puisqu'on va se retrouver avec une friche industrielle, encore une fois, sur le bassin de Denain, où je rappelle qu'il y a quand même 30% de chômage sur le bassin de Denain. C'est le plus gros taux en France de chômage, c'est Denain, donc on s'inquiète beaucoup, on nous parle de reconversion, mais on s'inquiète beaucoup pour les salariés, où ils vont travailler. Oui, qu'est-ce qu'ils vont devenir, il n'y a pas de... il n'y a pas de perspective pour les salariés, donc ça nous inquiète fortement. Au niveau de plus largement du secteur sur la métallurgie, c'est quoi aujourd'hui les revendications pour relancer en fait comment on peut aborder ce sujet industriel Alors, il y a plusieurs choses hein, sur les revendications de la métallurgie et sur les revendications aussi de la CGT en général. Donc, il y a déjà cette question de conditionnalité des aides publiques. Ça, c'est un point, je pense, qui est important, puisqu'aujourd'hui, on a quand même plus de 200 milliards d'aides publiques qui sont déversées sans conditionnalité par les territoires, par l'État français et par l'Europe aussi, ça se rajoute encore. Donc ça, il faut absolument qu'on mette des barrières et que les entreprises qui touchent des aides publiques n'aient plus de possibilité de licenciement, planifient un investissement et maintiennent leur outil de production sur le territoire national. Aujourd'hui, il y a aussi la question des licenciements. Interdire ces licenciements boursiers. Aujourd'hui, comment on peut accepter que des groupes comme le mien, ArcelorMittal, au 440, puissent licencier alors qu'ils font des milliards de bénéfices tous les ans? Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut absolument légiférer pour les empêcher de détruire les emplois et l'industrie sur le territoire national. Sur la question, sur les revendications de notre fédération, il y a un point qui est important, j'en ai parlé, c'est sur la filière automobile. Aujourd'hui, on a les camarades de GMS, de la souterraine, qui ont écrit un projet de loi qui responsabilise les donneurs d'ordre. Ce projet de loi, il faut absolument
qui soit porté au niveau des politiques. Aujourd'hui, si cette loi est en place, on ne serait pas sans fermeture d'entreprise. Donc ce projet, nous on le porte, on va le faire porter avec la fédération, la confédération, le faire connaître dans nos syndicats, le faire connaître dans toutes les branches professionnelles, parce que ce projet protégerait d'autres branches professionnelles. Donc ça, on l'a fait. On veut le faire connaître aussi au niveau de l'Europe. Hier, je suis allé à un débat en Belgique sur la question de la filière automobile. Je l'ai porté au niveau d'Industriol Europe. Alors, Industriol, qui est la fédération des syndicats européens, au niveau européen. Au niveau européen. Et je les ai sollicités pour que ce projet soit porté au niveau de la Commission européenne. Alors, si on peut aller dans le détail du projet, déjà, donc, qu'est ce projet de loi sur la responsabilisation des donneurs d'ordre sous-traitants, ça serait quoi exactement le fonctionnement si on veut être très pratico-pratique. L'expliquer, c'est plutôt difficile, puisque c'est un projet de loi, il y a beaucoup d'articles. Donc en gros, je vais schématiser. Je vais prendre l'exemple, un exemple, Fonderie de Bretagne. Donc aujourd'hui, les camarades qui sont en lutte, on leur a annoncé un redressement judiciaire. Et donc, cette sous-activité est due à des décisions stratégiques de Renault. Renault, aujourd'hui, se désengage complètement de travailler avec les fonderies de Bretagne. Donc, c'est un sous-traitant. Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement pour qu'on comprenne ? Alors, c'est une fonderie, donc ils font des pièces pour l'automobile, donc voilà, sous plusieurs formes. Et c'est une usine qui est très très moderne, donc la capacité technologique est là, mais Renault se désengage. Donc cette loi protégerait notamment cette sous-traitance. Voilà, donc leur imposer notamment le maintien des activités, le maintien des emplois, et qu'aussi nos représentants de la sous-traitance participent dans les conseils d'administration et dans les comités de groupe de Renault. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on est salarié de cette entreprise qui vit essentiellement ou major de Renault, en fait, on va pas avoir voix au chapitre. La problématique aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les constructeurs automobiles, comme je le dis, ont le droit de vie et de mort sur nos sous-traitants. Aujourd'hui, les sous-traitants, on leur retire l'activité quand on en a envie, ça c'est plus possible. C'est plus possible. Si l'activité existe, pourquoi la délocaliser quand on peut le faire sur le territoire national ? Ça, c'est aussi des enjeux environnementaux. C'est ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire, le circuit court, produire au plus près. Donc, pour bien qu'on comprenne, l'idée, c'est de dire, tant que vous êtes un groupe, que vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas à mettre fin à ces activités avec vos sous-traitants, quoi. Exactement. On me disait, alors il y a plusieurs questions dans le chat. D'abord, je vais rappeler que demain, il y a en effet une mobilisation des fonderies de Bretagne, justement, à 10h devant le tribunal de commerce de Rennes. Et ensuite, on me posait cette question, si je veux voir le texte de la proposition de loi ou l'ensemble, où est-ce que je trouve ça ? Alors effectivement, c'est toute la démarche qu'on va développer au sein de notre fédération, c'est de communiquer le texte, effectivement. Donc, on a déjà édité des petits livrets. Donc, ça, effectivement, il faut qu'on soit plus à l'offensive sur cette communication. Et effectivement, je pense que via nos réseaux, aussi communiquer, de résumer, en fait, parce que c'est un projet de loi. Donc, un projet de loi, c'est toujours plusieurs pages. Mais les articles essentiels pour la protection de notre chaîne de sous-traitance. Comment alors je trouve cette question intéressante. Tu disais il faut faire des actions ensemble chez Renault et les fonderies. Je suppose qu'il y a déjà un dialogue et plus largement en fait. Comment à l'échelle de la métallurgie on mobilise sur ces sujets ? Alors, comment on organise un secteur finalement, quoi ? Effectivement. Vaste question. Donc ça c'est un gros sujet. La stratégie de lutte et comment créer le rapport de force. Parce que le problème, je pense qu'aujourd'hui, c'est jamais évident, on le sait très bien, il faut être réaliste, la mobilisation, c'est jamais évident non plus de mobiliser. Il n'y a personne qui a le bouton qu'appuyer pour dire grève générale, ça n'existe pas. Quand on est dans les entreprises, qu'on discute avec les salariés, les salariés, il faut les convaincre l'importance de se mobiliser et l'importance de se syndicaliser pour créer le rapport de force.
Donc, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on ne doit plus lutter seul dans les entreprises où on est en difficulté. Donc, cette question de créer le lien dans nos syndicats, la question est juste. Renault, Fonderie de Bretagne, effectivement, le rapport de force, on doit le créer ensemble. Puisque ça, c'est important. Nous, le travail à la fédération, à la sortie de notre congrès à Montpellier, la feuille de route, c'était justement travailler cette question de relation entre nos syndicats de donneurs d'ordre et de sous-traitants, dans le but de créer justement le rapport de force. Et le rapport de force, aujourd'hui, on doit le créer dans toute la filière automobile. On a fait des actions, on a fait une action au Salon de l'Automobile, mais les actions, de toute façon, si on veut vraiment inverser la tendance, on l'inversera par la grève. Tout ce qu'on a gagné dans notre pays, on l'a gagné par le rapport de force. Aujourd'hui, si on veut l'inverser, cette tendance catastrophique de la destruction de l'industrie et de nos emplois, il faudra qu'on lutte tous ensemble. Donc l'idée, c'est de construire, à la fois de s'appuyer sur les mouvements, on va dire, locaux, au niveau des sites ou des entreprises, mais aussi de faire du lien, d'arriver à construire des temps collectifs pour amener en fait vers une montée en puissance, j'ai envie de dire, moi j'ai l'impression qu'un des freins de la grève, c'est que les gens se disent ça va pas être possible, donc peut-être une montée en confiance presque. Alors, moi je pense que il faut apporter aussi des perspectives aux salariés. Donc, alors apporter des perspectives, c'est quoi? Nous, on en a l'exemple dans ma boîte, c'est donner des alternatives industrielles aussi, puisque c'est pas que le rôle des patrons. Nous, on est là aussi pour travailler avec les salariés et nos syndicats pour porter des alternatives industrielles. Parce que le patronat, aujourd'hui, ne porte pas d'alternatives. Eux, ce qui les intéresse, c'est le pognon. Donc nous, aujourd'hui, on a un rôle aussi essentiel, c'est de construire ces projets avec les salariés. Tu penses à quoi, par exemple, comme alternative? Enfin, des exemples qui te... Alors, aujourd'hui, j'ai un exemple, dans la filière automobile. Nous, dans notre fédération, on revendique un mix énergétique. On a travaillé avec des camarades de Renault pour la construction d'un petit véhicule à moins de 15 000 €. C'est possible. Donc c'est possible. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a le patronat de chez Renault qui dit clairement, un petit véhicule, ça dégage pas assez de marge, donc pas assez de profit. Par contre, voilà, ils sont pas sur ce raisonnement de volume, ils sont sur un raisonnement de marge aujourd'hui. Donc, mais on peut construire un petit véhicule électrique à moins de 15 000 € qui donnerait du travail et qui maintiendrait certainement nos activités dans la filière automobile. Oui, puis tu aurais un vrai impact environnemental, bien plus que des SUV chers. Que des SUV, des gros véhicules à plus de 2 tonnes, qui sont pas du tout écologiques, mais qui dégagent aujourd'hui beaucoup de marge pour les constructeurs. Oui, puis qui sont pas accessibles, surtout. Il y a la possibilité de l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui, une petite l'R5 électrique, si je prends un exemple, c'est 35 000 €. Donc, qui aujourd'hui peut se payer une bagnole à 35 000 €? Donc il y a la question en parallèle, la question du niveau des salaires dans notre pays. C'est la réponse aux besoins des citoyens. Sur ta boîte là, comment le mouvement là, syndical qui se passe maintenant, est-ce que ça a permis de renforcer le syndicat aussi dans certains sens? Je sais que c'est toujours des moments compliqués parce que tu luttes, mais en même temps c'est vrai que ça crée un engagement collectif, ça peut dynamiser l'organisation, quoi. Effectivement, aujourd'hui, pour rappel, pour l'instant, je précise bien, on est dans une intersyndicale, donc souvent compliqué de trouver des revendications communes, mais je pense que c'est aussi aujourd'hui la volonté des salariés qu'on reste tous unis. Et effectivement, donc par rapport à la question, excuse-moi Clément, je reviens à... Je disais oui, comment est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent au syndicat, est-ce qu'on gagne? Alors aujourd'hui, où on a gagné, pour l'instant, on n'a pas de visibilité par rapport à la syndicalisation, mais où on a gagné, c'est l'utilité du syndicat. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les salariés ont vraiment besoin du syndicat, et notamment de la CGT. Où on a fait, sur un mouvement des retraites, on a fait de la syndicalisation. On en a fait dans toute la CGT. Au niveau confédéral, au niveau de ma fédération, on a gagné de la syndicalisation. Donc on le voit bien,
quand il y a un rapport de force, on gagne des syndiqués. Et la solution, la syndicalisation. Plus on aura de syndiqués, plus on sera fort et plus on aura le rapport de force. Alors, il y a des sujets sur lesquels on est un peu passé vite quand tu parlais des propositions, on va y revenir. Je voulais qu'on revienne un peu plus en détail sur cette question des aides publiques attribuées aux entreprises. Aujourd'hui, il y a à peu près peu plus de 200 milliards d'euros attribués aux entreprises pour soutenir leur fonctionnement. Naïvement, je vais faire le naïf un peu, on pourrait dire que ça crée de l'emploi. Est-ce que déjà, a priori, c'est quoi le bilan de ça et est-ce que ça fonctionne ou pas du tout? Pour découper un peu, après on ira dans le... Non, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les milliards qui ont été donnés aux entreprises ne créent pas d'emplois. Au contraire, si on regarde sur les années passées, les aides publiques, en parallèle, c'est la destruction d'emplois. Donc, il faut absolument encadrer tout ça, c'est plus possible. Alors, aider les industriels à se développer, ok. Mais derrière, il faut absolument maintenir les emplois. Et quand on voit dans mon groupe, comme je l'expliquais, les 850 millions d'euros là qui sont donnés, mais on voit bien que la priorité des grandes entreprises aujourd'hui n'est pas les enjeux environnementaux, puisque même avec ces aides publiques, ils actent pas la décarbonation de l'industrie. Alors tu disais 850 millions, c'est pour le secteur ou pour... Non, c'est uniquement pour l'usine Fos-sur-Mer, Dunkerque. Donc l'État, pour qu'on comprenne bien, vient de donner à peu près un peu moins d'1 milliard d'euros, mais on est quand même sur des bonnes grosses sommes, quoi. Et mais il le donne, c'est quoi l'engagement que prend l'entreprise concrètement? Aujourd'hui, le problème, nous on a interpellé la commission économique des finances de l'Assemblée nationale, on a été reçu, le syndicat ArcelorMittal, et donc le 22, donc il y a notre patron qui sera auditionné. Demain, du coup, je crois. Le 22, oui, donc oui, le 22, je suis perdu dans les dates aujourd'hui. Mais le 22, notre patron sera auditionné devant la commission économique de l'Assemblée nationale, notamment sur les aides publiques. Ok. Puisque c'est un gros problème, parce que aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, le deal qui a été passé entre l'État et le groupe ArcelorMittal, on ne connaît pas les modalités. Donc il n'y a pas une transparence. Il n'y a pas de transparence. Et de ce qu'on sait, le groupe aurait déjà touché de l'argent sans s'engager dans la décarbonation. Donc nous, ça pose un gros problème. Oui, puis c'est même, j'allais dire, un problème entre guillemets de citoyen, de tout le monde. C'est-à-dire que moi, a priori, quand l'État donne de l'argent à quelqu'un, je dois savoir pourquoi. Oui, non, mais tu vois, il y a un truc de transparence assez... Exactement. Assez clair. Et sur les aides à l'emploi qui sont sur les aides aux entreprises qui ne concernent pas forcément l'écologie, est-ce que ça fonctionne pareil? Vraiment, je fais les questions bêtes, mais que tout le monde comprenne. Est-ce que si je touche, 10 000 euros pour mon entreprise, est-ce que je dois créer un certain nombre d'emplois, payer un certain nombre de personnes? J'ai pas d'entreprise, mais comment ça fonctionne? Non, mais il n'y a pas de deal en fait. C'est pour ça qu'on se bat contre ça. Il y a pas de deal aujourd'hui. Alors quand on parle d'aide publique, on ne connaît pas aussi toutes les aides publiques qui sont données par les conseils régionaux. Parce que ça pleut aussi sur ces aides publiques. Hein. Alors, ces aides publiques, elles sont aussi souvent dédiées à la reconversion, à la formation. Mais aujourd'hui, c'est dramatique. Le patronat n'est qu'à la recherche de subventions pour augmenter. Aujourd'hui, ces aides publiques n'aident qu'à maximiser les profits. Alors, peut-être pas dans tous les secteurs. Quand c'est pour développer un outil industriel, si on développe un outil industriel, dans la logique des choses, on va créer de l'emploi. Mais aujourd'hui, les créations d'entreprises et les créations d'emplois, on ne les voit pas. Donc nous, ce que la CGT propose là-dessus, c'est de dire, continuons, est-ce que l'État doit en fait continuer à aider l'industrie, à aider l'économie, mais avec des vraies garanties. C'est quoi quand on parle de conditionnement? Ça veut dire il faut créer tant d'emplois, il faut pas délocaliser. C'est quoi un peu les critères qu'on veut mettre? Non, voilà, c'est donc ces aides publiques évidemment doivent être dédiées à l'emploi, dédiées aux enjeux environnementaux et dédiées aussi au développement de l'outil industriel. Voilà les garanties et ces aides publiques. Si on touche des aides publiques, comme je l'ai répété précédemment, c'est une interdiction de licenciement, tout simplement.
On ne peut pas toucher des aides de l'État et derrière mettre des salariés, des familles dans la précarité et les mettre à France Travail. Ce qui pose aussi une question de l'impact à long terme, ça fait boule de neige aussi, quoi. Même si, bon, France Travail, c'est les cotisations, c'était, en tout cas pendant longtemps, les cotisations des salariés. Il y a aussi une question de comment certains territoires, en fait, rebondissent. Enfin, tu parlais tout à l'heure de Denain, je crois, je dis pas de bêtises, où en fait, cet effondrement industriel, ça a aussi un impact global sur l'espace industriel, je veux dire, la zone industrielle, c'est pas le bon terme, le bassin d'emploi. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, on le voit de toute façon, comme je le disais encore avant, l'industrie, c'est le poumon économique d'un pays. Aujourd'hui, quand on détruit une industrie, on détruit un territoire. On détruit nos services publics, on détruit nos hôpitaux, nos écoles, on détruit tout. C'est un désert. Et la problématique dans tout ça, je vais aller sur le fond politique, c'est qu'aujourd'hui, quand un territoire est désert, malheureusement, c'est la montée des idées d'extrême droite. Donc voilà, donc il y a tout ça. Aujourd'hui, s'il y a de l'industrie, s'il y a de l'emploi, s'il y a la reconnaissance par le salaire, s'il y a la reconnaissance des salariés, aujourd'hui, on fera changer les choses, même politiquement. Donc il y a aussi un enjeu de résistance à l'extrême droite dans ces politiques-là. Exactement. Moi, je pense que aujourd'hui, ça, c'est un enjeu aussi, le maintien de notre industrie, le développement de l'industrie pour lutter aussi contre ces idées d'extrême droite. Il y a... alors attends, j'ai perdu, du coup j'ai réfléchi à une question, puis j'ai écouté en même temps et je me suis un peu perdu, laisse-moi retrouver mes notes 2 secondes. Non, on parlait du coup de la conditionnalité des aides, les licenciements boursiers, donc dire tant qu'on fait des bénéfices, on licencie pas, grosso modo. Il y a la question des mobilisations. Aujourd'hui, il y a pas mal de dates, actions, etc. D'abord, il y a une mobilisation demain à Bercy. Tout à fait. Où l'enjeu, du coup, c'est, si je me trompe pas, réunir le maximum de camarades de toutes les organisations pour faire pression et faire peser ces sujets-là. Et il y a aussi un débat qui arrive, tu m'as dit à Dunkerque tout à l'heure. Est-ce que tu peux, du coup, peut-être présenter les deux, qu'on ait un peu les... Alors, demain, c'est un rassemblement devant Bercy, devant le ministère de l'économie et des finances. C'est mieux de le dire. Voilà. Donc, on va saluer notre nouveau ministre. Bon, il sera peut-être pas dans les murs, mais bon. C'est important de dire bonjour. Ouais, tout à fait. Mais voilà, donc ça, c'est aussi un appel qui est confédéral. Hein, donc, le mot d'ordre, c'est nos industries, préserver notre industrie et nos emplois. Donc, il y a plusieurs fédérations qui s'inscrivent dans ce rassemblement, dont la métallurgie. Donc nous, on a appelé nos syndicats au rassemblement. Évidemment, la difficulté, on la connaît, c'est des rassemblements sur Paris, mais il y aura beaucoup de syndicats, notamment de boîtes en lutte, qui seront là, présents, notamment les Fonderies de Bretagne, ArcelorMittal et nos camarades de GMS pour porter leur projet de loi sur les donneurs d'ordre et sous-traitants. Donc ils viennent de toute la France pour faire entendre leur voix. Et ensuite il y a un débat politique. Enfin comment, tu vois, ça fait partie de ces sujets que je trouve intéressants. Tu me disais il y a un débat qui va être organisé à Dunkerque autour de cette proposition de loi, autour de ces sujets-là. Comment on fait le lien, tu vois, tout ça, quoi. Alors à Dunkerque, l'initiative, elle vient du syndicat de la CGT de Dunkerque, ArcelorMittal. Hein. Donc on organise un débat public. Hein. Donc sur la question du devenir de la sidérurgie sous le territoire national, sous le territoire européen. Donc cette initiative va réunir nombreux syndicats du groupe et va réunir aussi des politiques. Notamment, il y aura la présence de Aurélie Trouvé, donc qui est présidente de la commission économique des finances à l'Assemblée nationale. Il y aura la présence de Fabien Roussel. Et il y aura nombreux sénateurs et députés, progressistes ou non progressistes, qui voudront participer au débat public. Sauf, évidemment... Oui, l'extrême droite. On est d'accord. Ouais, mais... Tu m'as compris. Et c'est quoi l'enjeu ? C'est de leur mettre la pression, c'est de leur expliquer, et plus largement aussi sur cette stratégie, parce que c'est... En fait, il y a une partie du travail syndical qui est souvent pas visible, qui est ce que vous faites là, de pousser des propositions de loi,
Moi, je sais que dans ma fédération, enfin dans mon syndicat des journalistes, on fait aussi beaucoup ce travail-là. Mais comment on fait ça en fait? Est-ce qu'on va voir des gens? Est-ce qu'on leur met des coups de pression? Je veux dire, est-ce que le rapport de force avec une entreprise, c'est assez clair? Oui, c'est clair. Mais après, évidemment, de toute façon, pour faire changer les décisions politiques, ça se fera jamais sans le rapport de force. Donc là, les politiques, on les a bien vus ces dernières années. S'il n'y a pas le rapport de force, même quand un gros rapport de force, des fois, on n'arrive pas à gagner. Mais je veux dire, ça passe par là. On n'a pas le choix. Et nous, on porte des propositions. On rencontre des députés de groupes parlementaires progressistes. On a rencontré aussi sur ArcelorMittal. Nous, on a rencontré des macronistes, mais bon, on connaît très bien leur vision libérale, et même sur la question industrielle, ils portent rien aujourd'hui. Donc, mais il faut les interpeller. Il faut faire connaître aussi ce que nous on porte au sein de la CGT pour faire bouger les lignes. Oui, donc ça veut dire qu'aussi n'importe quel militant peut porter ses sujets quand il croise son député, peut aussi se faire voix et dire il y a cette solution-là, il faut la porter, quoi. Évidemment, il faut les interpeller. Il faut les interpeller via nos structures aussi en territoire, qu'elles soient de union départementale, union locale, sur nos outils aussi de chaque fédération qu'on a sur nos territoires, pour les interpeller sur cette question de l'emploi et de l'industrie, puisqu'aujourd'hui, ces députés sur leur territoire, je ne pense pas qu'ils souhaitent que ce soit un désert industriel. Donc, ils ont plutôt intérêt aussi à se battre pour le maintien de nos industries sur leur territoire. Oui, puis pour être élu. Et c'est mieux pour être élu, effectivement. Quand on a un bon bilan, quand on détruit 5000 emplois sur son territoire, je pense que la réélection c'est compliqué. Quoi. Il y a un échelon européen à ça, du coup. T'en parlais un petit peu. Il y a une mobilisation qui est prévue en février au niveau européen sur la question des sauvegardes de l'emploi industriel en Europe, si je me trompe pas. C'est quoi à l'échelon européen? Comment ça se passe? C'est la même chose? C'est plus compliqué? On sait comment... Alors oui, effectivement, donc le 5 février, il y a une mobilisation à Bruxelles, à l'appel d'Industrial, comme tu l'as rappelé, c'est européen sur l'industrie. Mais ouais, l'enjeu de politique industrielle aussi, c'est au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, la politique industrielle en Europe, c'est néant, quoi. C'est au même titre qu'en France, c'est, comme on l'a rappelé, c'est des aides publiques, mais derrière, il n'y a pas de réelle politique industrielle. Mais effectivement, donc, ce rassemblement va réunir plusieurs syndicats européens. Donc hier, j'étais encore à Bruxelles sur un débat sur la filière automobile de nos camarades de la FGTB des Belges. Donc, il y avait la FGTB qui est c'est les rouges, on va dire, c'est nos frères. C'est nos frères de sang. C'est une organisation avec qui on travaille depuis longtemps. Voilà, exactement. Quel est l'équivalent? Alors, FGTB, c'est juste l'automobile ou c'est les métallos? Non, c'est les métallos. Ouais, c'est les métallos global, ouais, ça. Donc par rapport à ça, à cette table ronde, il y avait les Italiens aussi qui étaient présents. Il y avait les Suédois qui sont traversés aussi par une problématique avec Tesla. Ils sont en grève depuis plusieurs mois par rapport à Tesla. Et il y avait aussi les Espagnols. Donc ça va réunir plusieurs syndicats européens. Ça, je pense que dans la construction du rapport de force, c'est important, puisque la question de l'industrie et de l'emploi, elle traverse le territoire français et l'européenne. Donc je pense qu'il faut une solidarité aussi de nos syndicats au niveau de l'Europe pour créer le rapport de force. Oui, puis on parlait de délocalisation. L'enjeu, de toute façon, est le même dans plein d'autres entreprises, et puis même un travail qui va être délégué, je sais pas, une industrie française qui va être délocalisée en Pologne, par exemple, où les conditions salariales sont plus faibles et le droit du travail, enfin voilà. Il y a quand même des enjeux à se parler, à organiser ensemble pour collectivement, on va dire, se défendre, quoi. Aujourd'hui, pour avoir des échanges avec les syndicats des pays de l'Est, aujourd'hui, les pays de l'Est n'échappent pas non plus aux délocalisations. C'est que, alors, quand on a créé l'Europe, on a créé au sein de l'Europe la concurrence. Aujourd'hui, on nous dit les Chinois, les méchants Chinois, mais la première concurrence aujourd'hui, elle est au niveau de nos États en Europe. Donc aujourd'hui, pour avoir les échanges, ces syndicats
des pays de l'Est nous disent aussi qu'ils sont confrontés aujourd'hui à des délocalisations. Donc aujourd'hui, on va nous dire que maintenant les pays de l'Est ils coûtent trop cher. Donc c'est plus entendable. Donc on crée aussi le rapport de force. Aujourd'hui, on essaye de créer le rapport de force avec ces syndicats des pays de l'Est parce qu'ils sont confrontés aussi à des destructions d'emplois comme nous. Alors, on est sur la chaîne, on me demande est-ce qu'on est sur la chaîne de la CFDT? Non, on est sur la chaîne de la CGT. Vous arrivez un peu à la fin de l'émission où on a parlé, du coup, peut-être je peux redire un mot vite fait, mais on parlait de ArcelorMittal où tu es du coup délégué syndical central où qui traverse un plan de licenciement et de comment on se mobilise sur ces sujets-là, à la fois au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau européen et de la filière, en fait. Du coup, le 5, c'est cette mobilisation-là. Après, c'est quoi la projection sur cette proposition de loi, donc et sur les propositions au sens global, de responsabiliser les sous-traitants. Comment vous allez le travailler? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent? Quel point j'ai l'impression que ça va être le sujet central, un des sujets centraux que vous allez porter. Oui, non, mais après, comme on l'a dit, hein, il faut évidemment le faire connaître, ce projet de loi. Mais après, de toute façon, ça passera par le rapport de force. Si on veut absolument que cette loi soit votée, il faut absolument qu'on crée le rapport de force. On n'arrivera pas à faire passer ce projet de loi sans créer le rapport de force dans nos entreprises, dans nos syndicats. Et la suite, il faut absolument qu'on construise la suite du 22 et la suite du 5 Bruxelles. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ait une stratégie pour se battre pour le maintien de l'industrie et des emplois sur le territoire français. On arrive à peu près à la fin de l'émission. Je suis désolé pour les raiders qui viennent d'arriver. Alors, sur Twitch, quand tu as une chaîne Twitch, tu peux, quand tu finis ton émission, envoyer les gens qui te regardent, regarder notre émission, etc. Là, pas le meilleur timing. Bonne question sur sur la CGT, ses réseaux sociaux. La CGT est sur Blue Sky, Mastodon, sur beaucoup de réseaux. Mais je reste sur Facebook par ailleurs. Mais je vous invite à aller voir les communications récentes sur ce sujet qu'on a fait. Je parle sous le contrôle de Quentin qui est derrière l'écran, qui s'occupe des réseaux sociaux à la CGT. Du coup, je disais, l'émission va aller vers la fin. Est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose qui te semble important, dont on n'aurait pas parlé, que tu as envie de nous dire avant de nous quitter? Non, mais alors moi, pour le mot de la fin, comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans l'émission, hein, moi je pense qu'il faut une unité aujourd'hui du monde du travail. Les luttes, elles doivent pas être isolées. Il faut absolument qu'on ait de la solidarité. Quand il y a une boîte en lutte, il faut absolument qu'on soit présent pour soutenir les camarades. Parce que le soutien, c'est important. Et je pense que sur notamment notre filière de l'automobile, il faut absolument qu'on soit tous ensemble et qu'on arrive à mettre les salariés en grève. Mais pour ça, c'est la bataille aussi des idées, parce que il n'y a pas de bouton magique. Ceux qui pensent qu'on va arrêter les usines sans parler avec les salariés, sans la bataille des idées, c'est des faux messages. Donc pour lutter, il faut déjà absolument qu'on augmente notre taux de syndicalisation pour créer un rapport de force plus important. On l'a vu alors on peut plus se comparer à une cinquantaine d'années, mais quand on avait un fort taux de syndicalisation, les luttes, on les a gagnées. Donc il faut absolument qu'on multiplie aussi nos campagnes de syndicalisation dans nos entreprises. Nous, on le fait à la FTM. On a des campagnes de syndicalisation sous forme de quinzaine plusieurs fois dans l'année. Donc ça, je pense que c'est important, parce que la bataille des idées, je pense que c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas être résigné. Si on est résigné, on n'est pas la CGT. Et on doit gagner la bataille absolument pour éviter cette casse industrielle et cette casse des emplois. Bah écoute, merci beaucoup. On arrive désolé pour les gens qui ont des questions, malheureusement c'est la fin de l'émission. Et vous avez raté beaucoup de choses, mais je vous invite à aller voir en replay le début, comme ça vous aurez toutes les infos sur... on a parlé stratégie de mobilisation, on a parlé de la situation ArcelorMittal, de la situation dans le secteur, de proposition de la CGT sur les questions de licenciement et de réindustrialisation, de transformation aussi écologique de ces filières-là, comment on prend en compte ces sujets. Merci de nous avoir suivis.
On se retrouve, merci à l'équipe de la CGT pour l'organisation, la réalisation, le travail autour de cette émission. Et je vous donne rendez-vous en février. Ça sera pas avec moi, ça sera avec Artoise qui, je crois, est dans le chat. Merci à toutes, merci à tous.